Il est 18h05. 18h05, hein. Si, voilà. Je Bon. pense qu'on va quand même commencer. De toute façon, là, on va commencer au moins par présenter Flupa, puisqu'il y a combien de personnes? Voilà, il y a quelques personnes qui connaissent pas encore Flupa. Le temps de faire cette présentation pour les retardataires, eh bien, j'espère qu'ils prendront le train en marche. Voilà. Alors, donc, je récupère mon petit écran. Je fais ça. Tac. Et en principe, donc vous voyez mon écran en principe. Vous pouvez l'agrandir, je crois, chez vous. Je ne sais pas trop comment se gèrent les écrans chez vous. Je pense que c'est à peu près comme chez nous. Vous devez pouvoir gérer des vignettes, l'écran principal. Ouais, ça s'est mis Si automatiquement. c'est mieux automatiquement. Ok, Mm. super. Donc, Flupa. Donc, Flupa, en quelques mots, c'est donc l'association française je dirais, des spécialistes, des experts de l'expérience utilisateur, pas forcément que des professionnels en entreprise, hein. Il y a des chercheurs, des étudiants, etc. Donc ça, on va voir tout ça juste après. Alors, hop, je vais me mettre là, ça va mieux marcher ou pas? Voilà. Avec quelques chiffres aujourd'hui. Alors oui, si, ça doit être les derniers chiffres. Donc je regarde l'écran à ma gauche en même temps, quoique je l'ai en face, je l'ai en double écran. Donc voilà, c'est pas mal d'antennes, hein, puisque c'est 19 antennes aujourd'hui, réparties principalement en France, Belgique, Luxembourg, comme on le voit, et également au Québec. Donc tous les amoureux de la UX qui en plus sont francophones. Voilà. Donc répartis comme on le voit dans ces 5 pays, c'est à peu près 7000 membres sur Meetup. Et puis donc on va le voir, des événements comme celui qu'on va vivre d'ici quelques instants, que l'on commence à vivre d'ailleurs, des apéros, des conférences ou tout autre type d'événement qui permet de partager et d'avancer sur le sujet de la UX, qui a encore beaucoup de chemin à faire. Nous, autour de cet événement et puis autour de cette association, on est convaincus, mais on sent bien qu'il y a encore pas mal de boulot. Et j'ai à la fois envie de dire, c'est un peu dur à vivre parce qu'on doit se battre régulièrement, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a pas mal de choses à améliorer. On peut en effet adhérer et soutenir l'association. Donc, il suffit d'aller sur le site flupa.eu. Il y a des remboursements pour les comités d'entreprise. Donc là, cette partie-là, je la maîtrise un peu moins, mais on a bien sûr au sein de cette association des experts du sujet. Alors, des événements, bon bah là, malheureusement, on a des événements qui sont impactés, comme toute organisation, par ce C de virus, voilà. Mais en même temps, ça nous a obligés à nous repenser aussi, hein, puis faire ou des webinars ou des visios. Donc l'événement UX Day qui a lieu en juin, de manière annuelle, qui permet de rassembler des experts internationaux du sujet. Aujourd'hui est annulé. On est en train de réfléchir à la manière dont on va le réorganiser. Les sujets peuvent être profonds, mais autour de ça, des experts internationaux comme Steve Krug l'année dernière est venu pour parler de la UX. Bon, vous pouvez accéder à des replays sur Internet assez facilement. On peut devenir sponsor, voilà. Donc là, cette partie-là, sur le site, on doit avoir pas mal d'informations pour aider l'association, puisqu'on vit finalement principalement d'adhésion et de dons. Quels sont les événements, j'allais dire majeurs? On a vu les UX Day qui sont 2 jours annuels en juin pour faire vivre la UX à d'autres personnes qui sont peut-être un peu moins proches du sujet habituellement. Et on a des camps, donc des UX camps, plusieurs fois dans l'année, permettent aux agences, aux antennes plutôt, de se rencontrer, de travailler sur des sujets en particulier. Donc c'est très très intéressant. Plus un challenge annuel sur un sujet donné qui, cette année, pareil, a eu un peu de mal avec le virus.
On peut nous retrouver sur LinkedIn, sur Facebook. On a une communauté plutôt bien active sur Slack. Il y a vraiment beaucoup d'échanges avec pas mal de channels. Il y a toutes les antennes, plus des sujets orientés emploi, orientés recherche. Enfin, ouais, vous verrez sur le Slack, il y a vraiment pas mal de sujets. Et voilà des exemples d'affiches que vous pouvez voir passer sur LinkedIn ou Twitter pour faire, j'allais dire la publicité, en tout cas pour mettre en avant un événement dans une des antennes, donc en l'occurrence là, Lille sur l'éthique design. On essaie vraiment de faire des rencontres régulières pour échanger, soit pour propager des idées, des concepts, des outils, mais aussi finalement pour avoir des retours du terrain, comment se passe la UX de l'autre côté quand il s'agit d'implémenter ou de faire appel à un UX design, etc. Je pense que j'en suis arrivé à la fin, donc ce que je vais faire maintenant, c'est couper ce partage, voilà, et redonner la main. Alors, redonner la main, d'abord présenter le webinaire de ce soir. Donc, on le voit aujourd'hui, le UX design passe souvent par des outils de mise en avant. Alors, on est principalement là pour ce soir dans le UX design digital. Bien évidemment, le UX design touche aussi, je dirais, les produits physiques, hein, que ce soit les voitures, les téléphones, enfin ou même les casques, hein, enfin un certain nombre de choses. Donc, vous connaissez le sujet. Là, ce soir, c'est donc plus le UX design digital, puisqu'en fait, on va accueillir donc la société NoSoft, donc Augustin Mallet de la société NoSoft, pour voir comment aider le design digital à aller un peu plus loin que la maquette. Bon, je ne dévoile pas tout, parce que c'est le but de son intervention. Mais voilà, nous, UX designers type UI, alors j'aime pas faire ce slash UX UI, hein, et on le sait tous, pas toujours agréable, mais bon, c'est comme ça. Quand on est dans le digital, à un moment donné, il faut quand même passer à l'étape maquette, à l'étape confrontation utilisateur, et puis à un moment donné, une fois que cette confrontation est passée, il faut passer à l'étape production. Et là, de temps en temps, on a un petit décalage dont Augustin nous parlera sûrement. Donc, Augustin, je vais te laisser la main, je vais te laisser te présenter et puis présenter l'intervention de ce soir. Merci d'être là déjà, Augustin. Merci à toi pour l'invitation. Donc, j'espère que vous m'entendez tous comme il faut. C'est bon, Pierre, tu confirmes? Moi, je t'entends super. Allez. Sinon, donc, et je regarde en même temps le chat et j'ai le chat ouvert si jamais il y avait des soucis. Alors, je me présente, je m'appelle Augustin Mallet, je suis le cofondateur de l'entreprise NoSoft. Et du coup, j'ai bien aimé ta petite introduction là, quand tu dis à un moment donné, il faut aller sur le terrain et se confronter aux utilisateurs. C'est exactement pour ça qu'on a fait NoSoft à la base. C'est quand on a une idée digitale, de logiciel, d'application mobile, et qu'on a envie de tester cette idée, de la confronter sur le terrain. Aujourd'hui, on a trouvé que c'était quelque chose qui était, en tout cas, quand on a démarré NoSoft, la mouvance do it yourself prend beaucoup plus d'ampleur, mais en tout cas, quand on a démarré, on trouvait que c'était beaucoup trop compliqué d'aller sur le terrain et de valider avec des utilisateurs qu'une idée était bonne, en lui montrant une maquette, un prototype d'application ou une première version de l'application pour pouvoir capter le feedback d'un utilisateur. Donc, on a fait NoSoft parce qu'on a voulu réinventer un petit peu cette manière et rendre beaucoup plus accessible la création d'une application mobile, la création d'un logiciel et le fait de mettre quelque chose entre les mains d'un utilisateur très rapidement et d'autant plus rapidement qu'il arrive assez fréquemment qu'on souhaite mettre entre les mains de l'utilisateur des choses qui sont relativement simples. Et en tout cas, c'est dans l'entreprise qui nous a incubé, une grosse entreprise qui fabrique des avions et des hélicoptères. C'est quelque chose qu'on a remarqué très, très fréquemment. Beaucoup de gens veulent mettre des petites applications simples dans leurs équipes ou pour leurs clients internes ou externes. Et les projets prennent une dimension énorme, souvent en interne. Donc, on a voulu changer tout ça. Voilà pour la petite intro. Donc, on s'est lancé dans NoSoft, ça fait à peu près 4 ans qu'on travaille en mode R&D sur le produit. Et en parallèle de cette recherche et développement,
on est allé, nous aussi sur le terrain, on est allé se confronter à des vrais projets, du coup, à des vrais futurs utilisateurs qui avaient des projets d'application. Et on est allé réaliser ces applications à leur côté. Donc là, ça fait à peu près 2 ans qu'on fait ça avec l'outil NoSoft. Donc on est les premiers utilisateurs de notre outil en quelque sorte. Et on s'est confronté donc à des projets divers et variés, que ça soit du pilotage d'ouverture comme des rideaux métalliques ou pour notre bureau, à une application qui permet de scanner les codes barres de produits chimiques pour une grosse entreprise qui s'appelle EDF. Et donc afficher un petit peu comme l'application Yuka pourrait le faire pour des produits alimentaires, afficher un certain nombre d'informations sur ces produits chimiques, ou tout un tas d'autres applications donc qu'on appelle les applications métiers pour différentes entreprises. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un stade de maturité où on a envie et d'ailleurs c'est l'ambition depuis le début, de mettre NoSoft à disposition de nos futurs utilisateurs. Et donc ça fait très longtemps. Donc Pierre effectivement suit notre projet depuis le début. Il y a d'ailleurs contribué pas mal et j'en profite pour le remercier au passage. Et donc on a du coup, grâce à Pierre notamment, en tête que la cible des UX designers est une cible intéressante pour nous. Et donc, un des objectifs de la présentation de ce soir, c'est de vous montrer un petit peu en avant-première l'outil NoSoft qui va sortir dans quelques semaines. Et puis d'avoir votre avis sur le sujet, savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous aider dans votre travail. Si par rapport aux outils que vous utilisez aujourd'hui et qu'on a testé pour la plupart, si ça apporte des choses en plus pour vous. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas à poser des questions, à utiliser le chat pour faire des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, on prend tout. Sachant que tous vos commentaires, là, c'est des choses qui vont nous aider dans cette phase de finalisation du produit pour avoir quelque chose sur le marché d'ici quelques semaines qui corresponde le plus aux attentes du marché et donc notamment aux attentes des UX designers si jamais ce produit-là vous intéresse. Donc voilà pour la petite introduction. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, si ça vous va bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc l'objectif du jour, c'est de réaliser une petite application qui est parfaitement d'actualité et que du coup je vais réaliser sous vos yeux. Voilà. Alors, c'est une application mobile. Et cette application mobile, donc, elle sert à identifier, donc à permettre aux gens qui ont été touchés par le coronavirus de pouvoir s'identifier en rentrant donc tous les symptômes qu'ils auraient pu avoir pendant les dernières semaines ou les derniers mois, et pouvoir donc remonter une information comme quoi ils ont eu tel et tel symptôme, ce qui permettrait ensuite d'exploiter donc une base de données et par le biais de statistiques scientifiques, d'estimer le nombre de personnes qui auraient été touchées par la maladie, puisque comme il y a eu très peu de tests, en fait, on ne sait pas vraiment le pourcentage de la population qui a été touchée. Donc, c'est une application dont on a eu l'idée, qu'on a proposée donc au gouvernement, et finalement, donc c'est plutôt l'application de tracking qui a retenu l'attention de tout le monde, mais en tout cas, voilà, donc c'est un projet qu'on a maquetté, on a commencé à réaliser, donc on a proposé. Du coup, je vous propose d'utiliser cette maquette-là et de la refaire avec vous. Donc le premier écran, du coup, c'est un écran d'accueil tout simple. Donc je vais venir donc charger le fond d'écran que j'ai donc préparé à l'avance. Donc je ne sais pas chez vous, mais en tout cas chez moi, Livestorm induit un certain lag. Donc du coup, ça va me permettre de bien vous expliquer chaque étape et de ne pas aller trop vite. Donc là, j'ai chargé mon fond d'écran. Ensuite, une fois que j'ai mis mon fond d'écran, j'ai envie du coup de personnaliser mon application, donc de lui donner un logo. Et donc, je vais utiliser une image. Voilà. Et cette image, je vais la placer à peu près à l'endroit qui m'intéresse. Et donc, je vais aller chercher le logo, pareil, que j'ai préparé un petit peu avant, enfin que j'ai préparé du coup pour la soumission de ce projet
Hop. Alors, hop, le logo, il est là. Voilà, c'est vraiment, j'ai un lag qui est terrible. Alors, du coup, je peux, dans Nosoft, à tout moment, prévisualiser donc le rendu que j'aurai sur mon téléphone en appuyant donc sur un petit bouton play qui me permet donc de visualiser ce que j'aurai in fine quand je vais générer mon application sur téléphone. Donc là, je suis dans ce qu'on pourrait appeler un mode play. Donc je vais revenir dans le mode design. Alors oui, j'ai une question en parallèle, c'est Ouais. pour ça que j'allais justement y venir et expliquer le lag. Oui, le lag, si je ne m'abuse, Augustin, c'est parce qu'en fait, tu utilises l'app Nosoft qui est en web. Hein. Tout à fait. C'est dans un... Tout à fait. ok, Donc, voilà. On n'est pas sur une appli. Euh, il existe dans les deux cas, mais en tout cas, celui que tu utilises, c'est ouais. ça, c'est sur le Là, web. Hein. Ok. effectivement, j'utilise l'app sur le web. C'est vu le lag que j'ai, probablement une erreur. Là, c'est difficile pour moi de me reconfigurer en vol, mais bon, on va continuer comme ça. On va y aller doucement et ça devrait le faire. En tout cas, le fait que l'app soit accessible via un browser, un navigateur web, donc ça va permettre, et du coup, d'ores et déjà, on a mis l'application dans un mode de démo disponible sur notre site. Ça permet en fait de partager beaucoup plus facilement ce qu'on fait, d'être plus accessible, enfin, de rendre notre application plus accessible. C'est Chrome? Là, je suis sous Chrome, tout à fait. Ok, parfait. Donc, je vais mettre un deuxième écran pour lequel je vais du coup, pareil, venir choisir un fond d'écran. Et donc là, vous montrez pour les personnes qui utilisent aujourd'hui des outils de prototypage, vous montrer un petit peu les parallèles qu'il peut y avoir donc, entre Nosoft et d'autres outils du marché aujourd'hui. Donc là, j'ai commencé à préparer, toujours pareil, dans une approche plus UI, même si j'ai vu, Pierre, que tu n'aimais pas faire le distinguo. Alors après, on pourra revenir sur ce sujet-là, parce que nous, du coup, on n'est pas des UI designers de formation. Et du coup, bah, vos éclairages métiers, entre là où vous mettez, si jamais il y en avait une, la frontière entre la UI, la UX, et du coup, ce que vous attendez d'un outil comme Nosoft, en termes de fonctionnalités UI, nous, on a fait le choix d'intégrer relativement peu de fonctionnalités UI, puisqu'on se dit aujourd'hui, il y a des outils comme la suite Adobe notamment qui fait bien le job d'un point de vue UI. On n'a pas voulu concurrencer Photoshop, hein, on est plutôt sur une concurrence d'un outil comme Adobe XD. Et du coup, bah, voilà, on a intégré assez peu de fonctionnalités UI. Donc là, je suis venu placer, pour gagner un petit peu de temps, tous les éléments de texte. Et donc là, je vais pouvoir aller choisir hop, dans une petite librairie. Donc j'ai commencé à me faire un certain nombre de petits outils. Donc les outils là, c'est des images qui vont m'éviter d'aller chercher dans le browser de fichiers, ce qui va être plutôt bien dans les conditions que j'ai actuellement. Et puis là, j'ai des outils qui sont plutôt des outils de type fonctionnel, avec donc ce qu'on appelle un toggle button, et là des sliders. Alors là, les sliders ne sont pas fonctionnels, ce sont juste des images, mais ça va permettre d'illustrer l'application quand même. Donc là, je vais placer un premier slider ici. Donc ça, c'est le slider qui correspond à la question de la fièvre. Donc, est-ce que vous avez eu de la fièvre? Et si oui, donc ce slider va pouvoir permettre à l'utilisateur de renseigner donc jusqu'à quelle température il est monté.
Ensuite, donc, le deuxième slider va concerner donc, la toux que l'utilisateur a pu avoir pendant la période où il a été malade, et du coup, pendant quelle durée il a eu cette toux-là. Voilà, c'est trop pénible. Je vais le faire différemment. Donc là, je duplique mon image de slider numéro 1 et je vais aller chercher le slider numéro 2. Si mon browser de fichiers veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc là, j'ai intégré mes deux premiers éléments. Et ensuite, donc, j'ai toute une série de questions sur la perte de goût d'odorat, sur le fait d'avoir eu des courbatures ou pas, sur le fait d'avoir eu des diarrhées, de la fatigue, un essoufflement. Et donc, toutes ces choses-là, je vais utiliser un toggle button. Donc, je suis désolé, hein, je vais doucement parce que entre l'action que je fais sur mon écran et le résultat, il se passe un temps certain. Voilà, hop, j'ai récupéré mon toggle button et là je vais le dupliquer en face de chaque question. Pour pouvoir capter donc l'état de chacune de ces questions posées aux utilisateurs. Donc là je détecte que j'en ai superposé deux. Voilà, je reviens. Et donc là j'ai mon formulaire qui est quasiment terminé. Et donc là, il va me manquer un bouton qui va me permettre donc de soumettre toutes ces informations-là et de les envoyer donc dans un cloud, dans une base de données, qui va ensuite pouvoir être exploitée par les administrateurs de l'application. Alors, je reprends une image, parce que pareil, j'ai préparé mes boutons à l'avance. Et donc, j'ai un bouton soumettre, hop, que je vais mettre ici. Voilà. Donc là, j'ai mes deux premiers écrans qui sont à peu près réalisés. Donc là, je vois que, en fait, j'ai oublié de faire mon petit bouton ici, démarrer. Ça lag un peu moins pourvu que ça dure. Et donc, maintenant que j'ai ces deux écrans, je vais, un petit peu comme dans XD, paramétrer la navigation de l'un à l'autre. Donc là, je pars du bouton commencer et donc j'explique à Nosoph que je veux que ce bouton-là active l'écran d'à côté. Donc là, je vais tout de suite m'empresser d'aller vérifier que ce que j'ai fait fonctionne. Donc je lance mon application, je clique sur mon bouton commencer et je bascule sur mon deuxième écran. Très bien. Donc là, je me rends compte aussi que j'ai oublié de mettre mon logo ici. Donc bah, pareil, vous avez compris le principe maintenant. Donc je vais essayer d'accélérer si le système me le permet pour aller chercher donc le logo en question que je récupère pas à gauche du coup parce que c'est pas tout à fait le même, il n'y a pas la petite phrase dessous. Logo que je positionne, allez, au centre, un peu vers le bas. Désolé pour ça, c'est quand je clique plusieurs fois quand ça ne marche pas. Hop. Et voilà, donc là je prends un petit peu de recul sur mon application. Voilà, j'ai mes deux premiers écrans. Et donc là j'ai envie d'insérer un troisième écran pour remercier l'utilisateur d'avoir partagé ces différents symptômes avec cette application-là, qui va permettre donc de faire de la statistique sur les personnes infectées.
Et donc là, pareil que tout à l'heure, j'ai préparé. Donc là, pour garder les dispositions, Pierre, tu me rappelleras que la prochaine démo, de la faire pas dans un navigateur, s'il te plaît. Donc là, je vais aller chercher donc mon deuxième écran. Donc là, je vais fonctionner dans un mode un peu différent. Alors d'une, parce que ben, j'en ai marre que ça lag. Et deux, comme ça va me permettre de vous montrer une autre approche du maquettage, qui est donc l'approche par zone chaude et pas par intégration d'éléments UI que j'aurais préparé à l'avance. Voilà. Donc là, en fait, dans mon design, donc mon UI designer m'a déjà positionné un certain nombre d'icônes ou de boutons. Donc là, du coup, je n'ai pas besoin d'aller les chercher. Par contre, pour que les utilisateurs puissent interagir avec ces zones-là, l'idée, c'est de mettre des zones chaudes. Des zones, qu'on a appelé ici des zones actives. Donc, pour les utilisateurs d'XD, XD fonctionne de la même manière. Vous pouvez utiliser, je crois que c'est l'outil rectangle, hein. Pierre, tu me corriges si je me trompe. Oui, ça fait. Cet outil rectangle vous permet ensuite de faire vos liens vers d'autres écrans. Donc là, j'ai mis une zone chaude au-dessus de mon image complétée. Et donc là, pareil, je vais prendre un nouvel écran cette fois. Voilà. Et donc, je vais... Pardon. Et donc, je vais faire le lien depuis cette zone active vers le dernier écran. Donc là, pareil, pour soumettre, je n'avais pas fait mon lien. Alors, pour répondre à ta question en parallèle, puisque je viens de la réintégrer, sous XD, on est obligé en permanence de changer de vue. Hein. Voilà. Ce que tu fais là, sous XD, il faut passer dans le vue prototype, faire des Oui, liens intelligents, puis revenir dans la vue design, puis retourner dans la vue prototype. Bon, voilà. Donc là, toi, tu dis, en gros, tu restes là et tu fais ton lien, je dirais, intelligent, quoi. très bien. Oui, effectivement, là, nous, on a essayé de rassembler en gros toutes ces différents modes d'action dans le même environnement. Et donc là, du coup, pareil, là, je vois que j'ai commencé à préparer donc mes 4 écrans. Je vais refaire un test pour m'assurer que mes connexions sont correctes. Donc, je commence mon application. Je remplis mes différents... je réponds aux différentes questions. Donc là, je ne touche pas à ces sliders-là puisque du coup, j'ai utilisé des images et pas des éléments avec lesquels je peux interagir. Je soumets mon application, on me remercie, et là, on me propose de compléter un certain nombre d'informations. Donc là, ils ont capté les informations essentielles à l'application, mais si certains utilisateurs veulent donner plus d'informations, on va pouvoir du coup le faire par le biais d'un formulaire. Et donc là, si je clique sur compléter, donc j'arrive bien sur mon dernier écran que je vais continuer que je vais du coup designer. Donc ce dernier écran, donc là jusqu'ici, on était dans ce qu'on pourrait appeler, donc au dernier écran près, dans ce qu'on appelle, ce que Pierre aime bien appeler une maquette haute fidélité. Donc une maquette avec laquelle on peut interagir. Donc il y a des éléments comme des toggle buttons ou des sliders avec lesquels du coup je peux interagir et qui donnent l'effet que ma maquette est une application réelle. Et donc là, du coup, par le biais de ce dernier écran, je vais vous montrer quelque chose de plus fonctionnel. Donc rajouter
une petite couche supplémentaire par rapport à ce qui est fait ici. Donc j'attends que mon navigateur de fichiers veuille bien s'ouvrir. Merci. Donc dans ce dernier écran, par exemple, en information supplémentaire, on pourrait, pour les personnes qui auraient eu la chance d'avoir un test ou ce genre de choses, leur proposer de prendre une photo de leur test. On pourrait, dans une application dans laquelle... alors, je viens de voir la question. Alors, effectivement... Ouais, vas-y, je te laisse répondre, Rémi, par écrit, merci. Alors, du coup, dans ce dernier écran, donc, on pourrait mettre donc un formulaire pour capter de nouvelles informations. Ou par exemple, dans une application où ça serait un écran de profil, on pourrait mettre du coup la possibilité d'entrer une photo de profil, ce genre de choses. Donc là, par exemple, si on voulait illustrer l'exemple que je vous ai donné, donc à savoir utiliser cet écran-là pour venir prendre la photo d'un test qu'on aurait fait et ensuite, du coup, venir confirmer qu'on a bien eu tel résultat à ce test-là. On pourrait utiliser donc des fonctionnalités qui permettent d'interagir directement avec les capteurs du téléphone et donc là, en l'occurrence, la caméra. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans Nosoph, se fait très simplement. Je vais vous montrer la manière dont on va le faire, même si, du coup, normalement, en ayant Livestorm allumé en parallèle, je m'attends à ce que ça ne fonctionne pas. Effectivement, voilà. Je vais quand même essayer, mais vu que ma caméra est déjà utilisée pour... Ah, bah si, du coup, j'ai parlé trop vite. Donc là, par exemple, ça pourrait permettre à l'utilisateur de prendre une photo, de rentrer une photo de profil, ce genre de choses. Bon, là, en l'occurrence, je vais la laisser, du coup, c'est pas gênant. Voilà, ça permet d'illustrer un peu. Mais là, par exemple, admettons que les informations qu'on souhaite compléter, c'est juste le nom et le prénom. Donc là, je vais utiliser, du coup, des champs de saisie, des champs texte. Bon, c'est trop dur avec le lag, c'est pas grave. Hop, on va laisser comme ça. Donc, on va leur demander le prénom. On va leur demander leur nom. Et comme tout à l'heure, on va utiliser une petite image pour faire un bouton qu'on va appeler, comme tout à l'heure, soumettre, c'était bien. Donc le bouton soumettre que je mets à la fin de mon formulaire. Très bien. Donc ce formulaire que du coup je pourrais... Merci à mon navigateur de fichier de s'allumer 30 secondes après. Donc ce formulaire, donc je pourrais le tester. Je pourrais le tester. Et d'ailleurs, le test me permet de voir que le texte est noir et qu'on n'y voit pas grand-chose. Très bien. Du coup, je vais revenir. Je vais faire cette petite modification. Donc là, j'utilise une fonctionnalité qui permet d'avoir une espèce de rotation entre différents modes d'affichage du texte. Oh là là. Je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est un petit peu compliqué. Et je m'en excuse. Bon, pour te rassurer, nous aussi, on est dans nos premiers webinars, donc au niveau technique,
Tu vois, je savais pas comment enregistrer le webinar, tu vois. Donc, Bah, allez, on est pas de tous en souci. mode, On apprend. voilà, step by step. Exactement. Donc là, j'ai mon formulaire euh, qui est du coup me permet d'entrer du texte, mais maintenant, donc j'aimerais vous montrer donc la manière dont je vais pouvoir enregistrer et réutiliser cette information. Donc là, je vais dans un menu data qu'on est en train de repenser un petit peu, mais bon, du coup là, je vous montre dans son état actuel. Et donc dans ce menu data, je veux ajouter un nouvel enregistrement donc pour enregistrer les informations de l'utilisateur, pour pouvoir donc les réutiliser soit dans l'application et par exemple quand il va pouvoir revenir dans l'application lui dire bonjour Augustin par exemple. Et donc là je vais enregistrer quoi? Ben, je vais enregistrer le prénom et le nom ici. Donc là, ben, dans la logique de Nosoft, je vais faire un lien entre le champ prénom et du coup là le champ prénom de la base de données. Pareil pour le nom. Et donc là, le bouton va me permettre d'activer l'enregistrement dans le cloud, dans la base de données qui s'appelle MyData. Très bien. Donc là, si je vais tester mon Je sens application. qu'on a vraiment là, au niveau des questions, on a envie de voir, j'allais dire, voilà, ce que tu es en train de faire là. Ok, on a vu du design, et là, on sent que ça y est, on y vient. Qu'est-ce qu'on fait de la photo? Qu'est-ce qu'on fait du nom et du prénom? Je vais vous montrer. Je vais Allez. vous montrer. Donc là, du coup, je vais changer et je vais mettre. Non, je vais utiliser ton nom de. Ah, Voilà. ouais, tu sais qu'il y en a beaucoup quand même là, hein. Ouais, mais pour nous, tu seras toujours ZiluXman. Donc du coup, Pierre ZiluXman, il soumet son nom. Donc là, effectivement, comme on n'a absolument rien paramétré en termes d'affichage une fois qu'on a cliqué, bah là, quelque part, là, l'utilisateur, on se rend compte en termes d'expérience que bah, il manque quelque chose. Là, il faudrait lui dire OK, merci pour l'info. Mais là, on n'a pas expliqué à Nosoft qu'on voulait ça, donc pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais par contre, normalement, dans le cloud MyData, il doit y avoir les informations Pierre et UXman qui se sont rajoutées. Donc là, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une petite app pour les administrateurs de cette app. J'ai l'impression d'être revenu dans les années 98 avec un modem 56K. Donc je change mon fond d'écran. Donc là, je vais faire une application donc pour les administrateurs. Donc je fais encore un petit peu. Voilà. Et donc cette application pour les administrateurs. Tu voulais l'ambiance, hein? Merci. Voilà. La musique d'ambiance, je trouve, colle parfaitement avec la réactivité de ma démo. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais du coup afficher par le biais d'une liste déroulante j'aimerais afficher la liste de tous les utilisateurs qui se sont inscrits dans l'application, par exemple. OK. Donc là, je retourne dans ma librairie de données. Et donc là, je vais utiliser une fonctionnalité qui permet donc d'aller chercher, d'aller explorer ce cloud, cette base de données.
Et donc, je vais connecter la base de données à ma liste déroulante. Et je vais faire en sorte que dès que l'écran s'allume, enfin dès que l'écran se charge de l'application, je vais faire en sorte que ça soit donc le chargement de l'écran qui déclenche. Donc, du coup, comparé à tout à l'heure, donc c'est plus par l'intermédiaire d'un bouton, ça se fait donc automatiquement au chargement de l'écran, faire en sorte que l'écran charge donc la lecture des données. Donc là, toujours pareil, hein, dans la logique, je construis, je teste. Je vais aller voir donc le rendu de l'application. Et donc là, j'ai un Pierre Le Bailly et un Pierre ZUXMA en dernière position. Donc tu comprends maintenant pourquoi j'ai pas mis Pierre Le Bailly, parce que je savais que quand j'ai essayé de faire ma démo tout à l'heure, j'avais déjà utilisé ton nom. Donc j'ai changé. Et donc j'ai pas compris pourquoi j'avais perdu la dernière lettre, mais donc du coup le dernier enregistrement est bien dans la base. Et donc, on me pose la question en même temps, on l'a posé à Rémi là, en chat. Pour la photo, c'est pareil, elle peut être enregistrée. Alors exactement, la photo, du coup, peut être enregistrée et réexploitée. Donc le mécanisme là qu'on a prévu pour la démo, là je peux pas vous le montrer, mais effectivement c'est le même principe. L'idée c'est de pouvoir exploiter les images par le biais du chemin sur lequel elles sont stockées, de la même manière que là on stockerait d'une manière textuelle le nom ou le prénom. Donc là, allez, je prends un petit peu de recul sur la démo. Donc on a une maquette partiellement fonctionnelle. Là, j'ai pas branché tous les toggle buttons qui me permettraient de stocker l'état, la réponse pour chaque utilisateur. Mais du coup, voilà, là j'ai une app qui est une app, on va dire, haute fidélité, qui mériterait un petit coup de peinture sur le dernier écran, qui mériterait du coup un branchement au niveau fonctionnel ici. En parallèle, une app administrateur qui me permet de venir vérifier donc, un certain nombre de choses dans la phase de conception et ensuite potentiellement dans la phase d'exploitation. Et donc c'est là où potentiellement on va du coup mettre un terme à la démo et passer dans un mode plus interactif avec vous. Donc là, aujourd'hui, une fois qu'on a fait ça, nous, avec nos clients actuels, ce qu'on fait, c'est que cette application, on la génère dans les formats souhaités par le client. Donc, on la génère en iOS, en Android, mais ça peut être ça peut être également sur PC ou sur macOS. Et donc, on livre aux clients donc l'application qu'on a fait avec eux dans ces différents formats. En général, on fait ça après un workshop qui dure entre 2 et 5 jours en fonction de la complexité de l'application. Et donc, on passe 2 à 5 jours avec eux. Et quand on part, on leur laisse l'application Android et iOS pour qu'ils puissent, du coup, la déployer auprès de leurs utilisateurs. Donc, soit par le biais de stores privés, soit quand c'est de l'Android, ils leur fournissent un lien de téléchargement et par le biais de leur Android, ils arrivent à charger l'application directement. Donc là, l'idée maintenant qu'on dit Nosoft, c'est plus nous qui sommes à côté de nos clients, on met Nosoft à votre disposition. L'idée, c'est que vous nous disiez, là, en l'état actuel de tout ce que vous avez pu voir avec une expérience un petit peu dégradée à cause du lag, mais qu'est-ce qui manquerait par rapport à vos projets en cours ou par rapport à la manière dont vous travaillez pour, en termes de fonctionnalité, de design ou de conception, et ensuite, donc à la fin, en termes de mise à disposition. Donc nous, on a testé dans XD donc le fait de pouvoir partager une maquette haute fidélité par le biais d'une URL. Ça fonctionne relativement bien. Là, on va un cran plus loin en partageant une application qui peut être une application du coup native et du coup rentrer dans une phase où on ne partage pas qu'une maquette haute fidélité, on partage du coup une maquette partiellement ou totalement fonctionnelle qui permet donc de mesurer un certain nombre de choses et notamment potentiellement un taux d'adoption. Si vous déployez cette maquette fonctionnelle sur une cible d'une dizaine ou d'une centaine de personnes alors que vous visiez des milliers ou des millions, vous pouvez déjà regarder
comment on fait pour, comment cette cible, ce panel de tests utilisateurs réagit par rapport à l'adoption, par rapport à, par exemple ici, du coup, combien de personnes soumettent leurs informations, combien de personnes acceptent de fournir des informations complémentaires qui peuvent être un petit peu plus sensibles, comme un nom, un prénom, un âge, un poids, ce genre de choses. Donc, vous pouvez, par le biais d'une solution, donc nous, on a prévu de mettre une solution d'analytics en place pour que, du coup, vous puissiez avoir dans la phase de test utilisateur donc des retours très précis sur le nombre de personnes qui l'ont installé, qui l'ont téléchargé, qui l'utilisent, la fréquence à laquelle ils les utilisent, potentiellement venir mettre des trackers sur des étapes clés comme ici le bouton compléter pour mesurer combien il y en a qui donnent de l'information supplémentaire. Donc l'idée c'est ça, c'est de savoir vous, est-ce que ça c'est des fonctionnalités qu'on a prévu de développer à très court terme, est-ce que c'est des fonctionnalités qui vous intéressent ou est-ce que quelque part là en tant que tel vous avez déjà quelque chose qui vous convient, est-ce que là il manque des choses, et bien du coup n'hésitez surtout pas à vous exprimer sur le sujet et à poser donc toutes les questions que vous voulez. Alors, il y a déjà des questions qui sont en cours, hein, avec Rémi qui fait son travail en tant qu'architecte d'y répondre en parallèle. Donc Rémi, du coup, c'est l'autre cofondateur de l'entreprise et donc du coup l'architecte de la solution, l'inventeur, le papa de Nosoft, quoi. Alors, du coup, Alors, où sont stockées ces données? Ouais. Alors, les données, aujourd'hui, ça c'est une bonne question et c'est une question qui revient très souvent avec les personnes avec qui on travaille. Donc là, quand vous utilisez on va dire les briques de base qui sont dans la librairie MyData, aujourd'hui, ça va vous permettre de créer donc quelque part vos propres bases de données pour chaque utilisateur. Donc, on a un espace qui va être prévu sur notre infra et qui va vous permettre d'utiliser donc ces fonctionnalités-là et de ne pas avoir à gérer l'achat d'un hébergement, ce genre de choses, ou d'un serveur dédié. Et ça va vous permettre donc très vite, quand vous avez une idée d'app de ce type-là, ou potentiellement même plus complexe, il n'y a pas de souci, d'avoir très rapidement une infra qui est disponible et qui est bien entendu sécurisée. Hein. Les clients avec qui on travaille, ce sont plutôt des grands comptes industriels qui ont des grandes sensibilités sur tous ces aspects-là. Donc aujourd'hui, les données on boîte sur notre infra, c'est quelque chose qui est extrêmement surveillé et sûr. Après, donc sorti de la phase de prototypage et de validation du besoin après tous les tests utilisateurs, on va pouvoir potentiellement créer pour des clients des connecteurs qui permettront d'avoir exactement la même chose, mais de stocker les données chez vous. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles aujourd'hui et qu'on a déjà fait pour certains de nos clients. Là, ce qu'on aimerait faire, c'est que vous puissiez vous-même, par exemple, rentrer dans un mode, alors un petit peu plus geek, certes, mais à partir du moment où vous avez déjà une équipe technique avec des serveurs, des hébergements qui sont prêts et vous souhaitez mettre les données sur cette infrastructure-là, de pouvoir vous-même, en fait, paramétrer vos propres briques data et faire en sorte d'aiguiller les données chez vous plutôt que chez nous. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est dans notre roadmap technique. Je vais te poser une question, Augustin, puisque oui. là, donc Guy demande s'il y aura d'autres webinaires sur le sujet pour aller plus loin, sûrement. Donc là, l'occasion de ce webinaire avec Flupa, c'est aussi par rapport à notre métier de UX design, parce qu'on voit bien justement que Nosoft prend une bonne partie de la chaîne de production, de la conception à la fabrication, si ce n'est toute la chaîne d'ailleurs. Comment tu vois les choses dans une équipe, justement, comment Nosoft peut aider dans une équipe avec des UX designers? Qu'est-ce qui aujourd'hui pose problème de tes retours des UX designers que tu as rencontrés entre leurs maquettes, que ce soit du Sketch, du XD, du Figma, etc., et la mise en production? Qu'est-ce que tu as entendu qui fait que finalement vous arrivez à ce projet? Alors, le projet, comme je l'expliquais, il part de beaucoup plus loin que ça. Mais
là, effectivement, dans nos dernières interactions, on va dire, avec une cible utilisateur UX, on a senti justement que quelque part, la mise à disposition, le fait de mettre entre les mains d'un utilisateur le design que vous avez fait dans NoSoft ou dans n'importe quel outil, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que déjà, il n'y a pas la même complexité pour les plateformes Android et iOS. Donc déjà, effectivement, le fait de pouvoir mettre simplement à disposition d'utilisateurs une application iOS, c'est déjà, d'un point de vue technique, un gap à passer, quoi. Et, et ensuite, donc une fois que vous avez mis donc, un projet, enfin une maquette haute fidélité ou une maquette fonctionnelle entre les mains des utilisateurs, l'objectif, c'est d'arriver à valider ce que vous voulez valider, en fait, et à capter le retour utilisateur. Donc, c'est pour ça que on pense, et on attend vos feedbacks sur le sujet, hein, on pense qu'il faut outiller ça. Il faut outiller ça pour que, une fois que vous avez déployé donc, sur votre cible test, que vous puissiez voir, et vous pourrez pas forcément être derrière chaque utilisateur à regarder comment il interagit avec l'interface, qui comprend, est-ce qu'il rate le bouton, est-ce qu'il le voit, ça veut dire qu'il faut que vous ayez des outils de mesure. En fait, en tout cas, on le pense. À part si vous nous dites, non, mais une fois que nous, on a fait un design, de toute manière, on veut être présent pendant les tests utilisateurs et que quelque part, si on est capable de le mettre sur nos propres téléphones de test pour ensuite le remettre entre les mains et nous, derrière, pouvoir voir sur son visage un certain nombre de crispations, le fait qu'il soit très content, et ébahi par une interface, par une animation, ce genre de choses. Si vous voulez capter ça, absolument, effectivement, vous n'avez pas forcément besoin d'une solution d'analytique. C'est ça qu'on essaie de mesurer dans cette étape de déploiement. Mais dans tous les cas, que ce soit pour un utilisateur, que ce soit pour un téléphone de test que vous avez entre vos mains, vous, ou que ce soit pour un utilisateur qui est distant, le fait de pouvoir passer très simplement de l'environnement NoSoft au device, c'est clé. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. Et donc, on est capable assez rapidement de récupérer votre design. Donc là, si je vous montre la fin de la chaîne, du coup, là, vous allez pouvoir enregistrer votre projet pour pouvoir le travailler sur plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, si vous le voulez. Et ensuite, vous allez pouvoir nous l'envoyer. Donc là, si je clique sur « Générer », là, en l'état actuel du projet, il y a une sauvegarde qui est faite. Et ensuite, le projet est exporté avec comme identifiant l'adresse mail que vous aurez rentrée sur votre compte. Il est exporté vers nous. Et donc, nous, on va recevoir là une alerte, comme quoi il y a une nouvelle app qui a été soumise, et on va pouvoir, du coup, échanger avec vous pour savoir, est-ce que vous la voulez sur Android, sur iOS, sur les deux, et vous livrer les deux liens de téléchargement pour que vous puissiez ensuite les déployer, les exploiter. Ok. D'autres questions en parallèle sur le chat? Alors apparemment, donc Guy sent bien cette solution, en tout cas sur un design sprint. Vous, c'est des expériences que vous avez déjà eu l'occasion de mener en fait avant peut-être faire de l'appli en prod, voire même des clients qui seraient obligés d'utiliser une autre techno parce que leur DSI demande d'autres techno, mais d'utiliser à ce moment-là NoSoft sur la partie hackathon, design sprint, etc. C'est déjà des choses que vous Alors, faites. en fait, c'est quelque chose qu'on a en tête depuis le début. Effectivement, le hackathon pour nous, c'est quelque part l'endroit parfait pour exploiter ce type d'outils. On a déjà participé à des hackathons avec l'outil, mais encore une fois, là, on était dans un mode où c'était nous les utilisateurs de la plateforme. Et donc là, effectivement, l'idée, c'est de mettre à disposition de certaines associations ou de certaines entreprises qui ont des hackathons à faire notre solution pour qu'ils puissent le faire et générer à la volée des applications. Et par exemple, tu le sais bien comme moi, à Airbus, un hackathon de 2 jours en général, il arrive à sortir à peu près un PowerPoint.
Bon, bah là, avec une C'est solution pas comme mal, hein. Microsoft, Et c'est pas mal. et c'est déjà pas mal, effectivement, parce que effectivement, pour avoir participé à ces hackathons-là, on travaille avec les outils qu'on a sur nos environnements et la suite Office fait partie des outils principaux, voire uniques. Et donc, effectivement, on faisait tout le maquettage dans une solution comme PowerPoint et à la fin, on arrivait. Là, on arrive dans le même temps à sortir quelque chose qui est fonctionnel, qui est déployable et qu'on va pouvoir, et sur lequel on va pouvoir capter un vrai feedback en termes d'usage, c'est-à-dire comment vous l'utilisez, ce qu'on vient de faire. Donc voilà pour les hackathons. Après, le mode dans lequel on est et qui nous a permis jusqu'ici de livrer des clients, de faire des applications avec des clients, c'est un mode un petit peu hackathon, puisque quelque part en quelques jours, on a fait avec nos clients les applications dans un mode très proche du design sprint, très proche de l'esprit hackathon. Avec du coup une méthodologie qu'on a appris sur le tas en fait, hein, depuis qu'on fait ce genre d'exercice. Et en fait, effectivement, on a découvert le design sprint après avoir démarré. Et en fait, on a vu que c'était très proche de ce qu'on faisait. Alors, je sens là, d'après les questions que je lis en parallèle, et Rémi essaie d'y répondre. Merci Rémi. Enfin, il ne sait pas, il y répond. Je sens en fait que... Tu peux mettre Rémi pour qu'il puisse s'exprimer à l'oral. Ah Ça oui, va oui, peut-être oui, lui bien faciliter sûr, la vie. mais bien sûr, bien sûr. Là, en principe, ça devrait arriver, voilà. Non, oui, non. C'est bon, ça arrive. Bonjour Rémi. Donc moi, d'après les questions que je vois, en fait, et probablement c'est à la fois, enfin c'est même pas son problème finalement, c'est la possibilité, le périmètre de Nosoft, c'est que je vois quelques questions où finalement on n'a peut-être pas encore bien saisi ou pas compris que finalement, ok, on voit l'aspect, c'est super, c'est facile, ça fait un proto, mais à part si vous avez une DSI qui a obligé du Java 1.8, je sais pas quoi, bon bref, mais on est d'accord, ce qu'on vient de voir génère un produit fini. L'idée, c'est de ne pas avoir de rupture pendant le projet entre la conception, le design et le code. Donc, on pourrait avoir une multi-équipe, le designer, le codeur qui fait ses connecteurs, et au final, on est tous dans le même atelier, quoi. Exactement. Et c'est exactement ça. C'est pas nos soft, c'est nos codes, en fait. Tout à fait, ouais. Je ne sais pas si Bah, vous m'entendez. Ouais, on t'entend bien. Oui, on t'entend. En fait, c'est exactement ça. En fait, NoSoft, on l'a appelé NoSoft parce que c'était vraiment du no-code. Et loin de nous l'idée de vouloir évincer les développeurs ou de redéfinir le métier de chacun. C'est plutôt de permettre à chacun de finalement s'agréger autour d'une plateforme commune. Et l'idée que tu as décrite, c'est exactement celle qu'on a en tête. C'est qu'au lieu d'avoir d'un côté le spécificateur, de l'autre côté le développeur qui va faire ça et qui va essayer de le faire au plus près de ce qu'un UX designer ou une équipe a essayé de spécifier avec des animations, des trucs. Là, c'est vraiment de dire finalement tous ces gens vont travailler en même temps. Là, on n'a pas le mode collaboratif, mais l'idée, c'est effectivement d'avoir un mode collaboratif. Donc, tout le monde pourra travailler en même temps sur l'application. Et du coup, ça va fluidifier les interactions entre différents métiers qui, loin d'être sur des chaînes de valeur séquentielles, en fait, travaillent de concert. Et donc, ça va, en plus de ça, permettre à tous ces métiers de se parler un peu mieux parce qu'ils seront fédérés autour d'un outil qui va les aider à travailler ensemble. Et donc, demain, on aura moins de perte de temps et donc d'incompréhension à expliquer aux développeurs qu'on a fait une micro-interaction ou une micro-animation parce que sinon l'utilisateur voit pas le bouton, donc on le fait apparaître. Où là, on perd un temps considérable à l'expliquer aux développeurs, sauf à faire éventuellement un MP4, sauf à voir peut-être un XD avec une tablette, bon bref. Mais dans tous les cas, il faudra qu'il le recode. Alors que là, on peut imaginer que ces animations, voilà, il y a des plugins machin, on le code, mais lui derrière, il code le dur. Cette animation, une fois que je vais cliquer dessus, ça aura tel impact dans le système d'information. Tout à fait. En fait, le changement de paradigme par rapport en particulier au rôle du développeur dans un processus de conception et du coup, par la même occasion, le rôle du designer, c'est que le développeur n'est plus là pour faire de la transcription
de ce que le UX designer a fait. Ce qui relèguerait le développeur, c'est comme si vous aviez une bonne histoire à raconter, vous savez la dire en espagnol, malheureusement, la plupart de vos lecteurs sont anglais, vous allez voir un traducteur qui va vous le traduire en anglais. Le traducteur n'a aucune valeur ajoutée, si ce n'est de connaître la langue. Aujourd'hui, le développeur, il fonctionne comme un traducteur de quelque chose que vous avez en tête, que vous savez dire dans une certaine langue, lui, il va essayer de le dire dans une autre langue, mais il n'apporte pas de plus-value. Alors qu'aujourd'hui, avec Nosoft, on va plutôt raisonner, celui qui sait parler espagnol, il va de manière native être capable de le dire dans toutes les langues à la fois, sans se poser de questions existentielles. Ça gardera même la manière qu'il a de le dire dans sa langue, ça sera traduit, donc on aura la même intention. Et le développeur, c'est pas qu'il aura plus de métier, c'est qu'il va refaire son métier de base, qui n'est pas de transcrire ce que quelqu'un lui a dit de faire, comme si c'était une espèce d'esclave informatique. Il va être là pour mettre à disposition des fonctionnalités de recherche, des algorithmes poussés, des logiques de reconnaissance faciale. Et là, le développeur reprend toute sa valeur sur des tâches de haute valeur ajoutée que, pour le coup, ne va pas vouloir faire un UX designer parce que c'est pas son métier. Et là, on voit qu'il n'y a plus cette notion de maître esclave entre un UX designer qui dirait à un développeur « tu me fais ça », c'est vraiment deux personnes qui vont retrouver en fait le maximum de valeur dans chacun de leurs métiers. Alors, je sais pas si mes amis UX ont le même problème, ceux qui sont connectés, mais il y en a d'autres non connectés qui doivent avoir le même problème. Il m'arrive souvent dans les projets, vu qu'on fait des sprints, alors on les fait de 3 semaines. Dans un monde industriel, 3 semaines, je vous assure que c'est très court, mais dans un monde web, ça reste quand même très long parce que ça veut dire qu'à chaque fois que je dois corriger un ticket, j'attends 3 semaines à sa livraison et 3 semaines après, il est pas bon. Donc, bon, bref. Donc là, en fait, ma requête à moi, c'est de dire j'aurais besoin d'un front-end avec moi tous les jours où on modifie vite fait ensemble de la CSS, du JavaScript d'animation, mais on n'est pas dans le dur, on n'est pas dans le système d'information de la data, c'est pas mon métier. Mais au moins que moi je puisse toucher, modifier, rectifier l'interface rapidement, pendant qu'en effet le développeur fait du travail de fond. Bon voilà, ça aujourd'hui j'arrive pas à le faire, donc je sais pas si sur les commentaires on peut me dire est-ce que vous vivez la même chose, mais typiquement avec ce genre de solution on pourrait arriver à ça. Où le designer, bah oui, ok, il fait la maquette, mais il est obligé de modifier régulièrement, suivant des retours utilisateurs, des statistiques, des clics. Ça s'arrête pas juste, ça y est, j'ai dessiné une wireframe à high fidelity et je livre et c'est fini. Bon, donc est-ce que côté UX design, comment vous voyez la chose par rapport là, l'intervention, les UX designers qui sont là, Flupa, enfin, comment vous imaginez la suite de ce webinaire? Je vois qu'il y a énormément de questions qui, en fait, visent à aller plus loin par rapport à ce qui a été montré. Donc ça, c'est hyper positif avec nous parce que ça veut dire que déjà, auprès de la cible UX designer, on ne s'est pas disqualifié jusqu'ici. On a suscité un intérêt et là, ce qu'on essaie de mesurer, du coup, c'est pour pouvoir aller plus loin. Qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir faire votre job et livrer vos clients au quotidien? Et donc, du coup, là, par rapport aux dernières questions là, que j'ai pu voir, donc, alors, il y avait déjà une question sur l'aspect bloc et com. Donc, par exemple, bloc, c'est un endroit je peux essayer de... Ouais, vas-y. Je peux essayer de répondre parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs questions, notamment une de So et une de Lindan, sur la manière d'intégrer les blogs, de les développer, de les repasser éventuellement à des développeurs. Donc déjà, j'ai rien compris. Non, Jérôme, je suis sûr que tu as tout compris. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le positionnement de Nosoft, comme vous l'avez très bien compris, il cible d'abord des personnes qui n'ont pas de connaissances particulières en informatique. Donc ces personnes-là, par exemple, si vous leur dites tiens, tu vas te connecter à une API, tu vas développer ou brancher un plugin en JavaScript, déjà là, c'est out, ces gens-là, ils ont déjà décroché. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, cette fonctionnalité-là, on ne l'a pas prévue naturellement dans l'interface de premier niveau. Bien sûr que c'est possible, mais c'est pas ce qu'on propose aujourd'hui à nos utilisateurs de base. Maintenant, donc, voilà, ça c'est la réponse. Aujourd'hui, c'est pas l'objet. Maintenant, bien entendu que l'architecture le permet, c'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'un système qui n'est pas ouvert est un système qui va mourir tôt ou tard. Donc c'est évident que Nosoft permet d'intégrer du code externe. Et effectivement, on va travailler sur une manière de standardiser cette intégration pour qu'un développeur qui fait du JavaScript ou qui fait du C# ou d'autres langages, si on sait faire mieux, puisse intégrer directement des briques
Et donc, on imaginera qu'il y a des développeurs standards qui développeront sous Visual Studio, par exemple, un petit bloc, sous certaines contraintes d'interface. Et après, derrière, ils viendront les importer dans nos softs. Et ça permettra d'avoir directement une brique visuelle de plus dans le menu de gauche, par exemple. Et là, on peut même avoir toute la logique de dire, ben, toutes ces briques-là, je peux même les vendre, je peux même les commercialiser sur ce que nous appelons le block store, qui est le magasin de briques. Voilà. Maintenant, pour la question sur So qui disait comment je fais pour récupérer le code NoSoft, si j'ai bien compris sa question, c'est plutôt comment je fais pour que ce que j'ai fait en NoSoft, je puisse le récupérer au niveau d'un développeur. Est-ce que c'est bien ça, So, ta question? Voilà. Donc en fait, alors ça c'est beaucoup plus complexe pour une raison qui est liée à la technologie NoSoft, qui est une technologie assez innovante, parce que je sais que si je vous dis ça, vous n'allez pas comprendre tout de suite, mais il n'y a pas de code source dans NoSoft. C'est-à-dire qu'on ne peut pas extraire le code source de votre application parce qu'il n'existe pas. C'est plus une description de l'application. Et derrière, il y a une espèce d'intelligence qui, sur la base du graphique que vous avez dessiné, est capable de comprendre ce que fait l'application. Donc c'est beaucoup plus complexe dans ce sens-là, parce qu'il faut être capable de transcrire l'intelligence de NoSoft sous une forme d'intelligence qui est procédurale, j'ai écrit des instructions, voire j'ai écrit des classes et tout ça. C'est un projet qui est en cours, pas du tout prioritaire parce qu'il est assez lourd et il ne va pas nous aider aujourd'hui à toucher la cible privilégiée. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas engagé, mais c'est un sujet qui est le sujet de la transcription de NoSoft en code source traditionnel pour que du coup l'interface se fasse dans les deux sens, qu'on puisse intégrer du code de l'extérieur, mais qu'on puisse externaliser le code NoSoft. On n'a aucun problème à le faire dans la philosophie parce que on se dit pas le jour où on permet d'externaliser le code de NoSoft, du coup les gens vont quelque part pouvoir bypasser NoSoft. Non, ça c'est pas des logiques qu'on a chez nous. Si les gens utilisent NoSoft, c'est parce qu'ils ont un vrai bénéfice à le faire. Et toutes les interfaces qu'on va offrir de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur seront des choses qui vont donner encore plus de poids à NoSoft. Donc ça, c'est juste qu'on le fera dans un second temps. Alors, So, vous avez eu réponse à votre question, du coup, j'ai l'impression. Donc, par rapport à, donc pour compléter ma réponse à Guy sur le business model de NoSoft, donc ça sera du SaaS, donc de l'abonnement, avec plusieurs offres, entre une offre gratuite qui permettra de découvrir l'environnement et de pouvoir concevoir dans NoSoft, mais de ne pas pouvoir exporter. Un premier étage d'une offre qui permettra de concevoir et d'exporter sur un device pour pouvoir tester le design que vous avez fait. Et donc ensuite, une troisième offre qui permettra d'exporter ça sur tous les devices de vos clients, de maintenir l'application et du coup de la faire évoluer en fonction des retours et de rentrer plus dans un mode de production. Donc, on a ces trois étages à l'offre. Et ensuite, on a un parallèle à l'offre qui, du coup, vient aussi répondre à votre question sur c'est quoi le contenu de la librairie Blocks. C'est donc en parallèle de NoSoft, on est en train de mettre en place un store. Et dans ce store, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, mais on va y mettre donc tout un tas de blocs fonctionnels qui vont pouvoir être gratuits ou payants, un petit peu comme le même modèle que WordPress avec ses plugins. Et du coup, si vous avez récupéré des blocs gratuits ou payants, vous allez pouvoir les retrouver dans votre librairie Blocks pour pouvoir les utiliser dans votre application. Et après, donc, il y avait aussi une question sur le COM. Donc aujourd'hui, c'est une librairie assez limitée. Une librairie assez limitée dans laquelle vous allez pouvoir envoyer un email, ouvrir une URL, passer un appel, vérifier de la connexion. Donc là, on a... Alors, ouais. Alors, je vois une question passer, Ouais. et du coup, ça me permet de rebondir dessus. J'allais y venir. Ok, donc il y a cet aspect. Il faudra qu'on revienne sur la question comment finalement les UX designers d'aujourd'hui peuvent être avec vous dans un win-win. Comment on peut aider finalement sur le truc. On est toujours un peu passionné par des applis à aider. Au-delà de ça, j'ai vu passer une question donc sur la VR. Et sur des devices, là on a vu un iPhone, ou autre, mais on s'en fout. On sent bien qu'aujourd'hui on doit aller, on y est déjà, mais peut-être pas tout le monde sur les Apple Watch et autres montres connectées. Donc ça, j'imagine que ce sera faisable. Et je crois savoir que techniquement, votre noyau
est prêt à aller sur de la VR ou de la réalité augmentée parce que je pense que vous êtes capable d'afficher de la 3D, quoi, en gros, si ma mémoire est bonne. Alors, effectivement, bah, Rémi pourra compléter ma réponse après, mais effectivement, notre noyau, tu as une bonne mémoire, est capable de gérer tous ces objets 3D, puisque du coup, il y a un moteur 3D qui est en dessous sous nos softs. Dans les formats d'export, on sera capable dans le futur assez simplement de faire en sorte d'exporter donc sur Android, iOS toujours, mais aussi sur des supports comme des HoloLens ou des Oculus ou ce genre de choses. Là, on a une approche très pragmatique et entrepreneuriale, quoi. On a vraiment mis les watts sur ce qu'on nous demande un maximum. Et effectivement, aujourd'hui, on a, en tout cas dans les clients avec lesquels on a interagi aujourd'hui, on a eu assez peu de demandes là-dedans. Donc, on l'a en tête depuis le début. C'est pour ça qu'on est parti sur un socle qui permet de faire de la 3D. Sauf qu'on ne nous en a pas encore trop demandé. Donc, la majorité des applications, je pense aujourd'hui, qui sont soumises sur les stores et qui sont utilisées restent 2D. Et effectivement, nous, on le ressent bien dans les besoins que nos clients et nos prospects expriment, quoi. Donc, c'est comme le reste, on l'a en tête depuis le début, c'est dans la roadmap. Mais pour l'instant, on a encore pas mal de sujets sur lesquels nos clients deviennent insistants comparé à ces sujets sur lesquels tvOS, Android TV, pareil. Tous ces formats-là sont pris en charge en fait par le socle technique de nos softs. Mais c'est des sujets sur lesquels... Sans dévoiler de grands secrets, aujourd'hui, la technologie qui est sous-jacente à NoSoft, c'est le moteur de jeu Unity, pour ceux qui connaissent, qui est le moteur de jeu aujourd'hui qui fait un carton dans le monde, hein. C'est un moteur de jeu assez intéressant. Alors, son concurrent principal, c'est Unreal pour les experts. Et en fait, l'idée derrière le moteur de jeu 3D, c'était vraiment d'avoir une dimension réalité augmentée ou réalité virtuelle dans les applications, en anticipant le fait que demain, ça sera un mode d'expression fort qui va dépasser le cadre des applications actuelles. L'exemple le plus... ouais, exactement, Guy. Ça, c'est un choix très très tôt qu'on a fait. Je pense qu'on a eu le nez creux sur ce coup-là. L'explication, par exemple, tu peux écrire le nom du jeu, s'il te plaît. J'ai pas compris le. Quel jeu? Ah oui, le jeu qui a. Ouais, Unity est un moteur de jeu. Mais par exemple, un jeu qui a été fait, par exemple, qui exploite bien la réalité augmentée et qui a fait un gros carton, c'est Pokémon Go. Et effectivement, aujourd'hui, l'idée de Pokémon Go, c'est de pouvoir éventuellement le faire avec nos softs, mais justement en exploitant tous les aspects réalité augmentée. Le use case qui était très intéressant au démarrage, parce qu'on est deux anciens d'Airbus et on avait aussi ça dans les valises, c'est tous les sujets de maintenance qui, la plupart du temps, se basent sur des cas réels et où un utilisateur a des lunettes de réalité augmentée et veut projeter en fait sur sa scène des choses qui sont interactives. Et donc, autant ces applications-là sont très sympas pour l'utilisateur, autant pour les faire, ces applications, ça demande énormément d'argent, parce que ça demande des technos très particulières. Et du coup, autant si on a des développeurs, on a une pénurie de développeurs dans le cas standard, autant sur des applications de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, alors là, c'est carrément l'enfer, parce que globalement, quand vous voulez faire ce qu'on appelle des scénarios, ça coûte très très cher. Et donc, en fait, on s'est dit, on pourrait très bien imaginer que d'une manière très intuitive, l'utilisateur qui est dans sa scène de réalité augmentée pourrait lui-même créer des zones interactives et dire, voilà, là je définis une zone interactive, il est en mode design, il passe en mode play, et du coup, quand il appuie dessus, ça va chercher de la donnée, ça l'affiche à l'écran, et ça ne fait ni plus ni moins que ce que vous a présenté Augustin, mais dans un environnement 3D, où quelque part, votre souris s'est remplacée par vos yeux, et que votre main remplace la souris et le clic de la souris. C'est aussi bête que ça, mais encore fallait-il le développer avec Unity. On approche tout doucement de la fin. Si on veut jouer là avec nos softs, comment ça se passe si on veut Aujourd'hui, donc, vous allez sur www.nosoft.io et vous cliquez sur « Je veux jouer ». Et là, vous allez pouvoir avoir du coup accès à la version de démo. Donc, il faut juste s'inscrire. Et donc là, vous allez pouvoir avoir accès à la version de démo que vous allez obtenir, si je ne m'abuse, Rémi, tu me dis si je me trompe, mais
Je pense que de base, Oui. vous n'avez que ces fonctionnalités-là qui sont activées. Tout Donc, à fait. device, image, texte et boutons. Qui vous Et permettent après, déjà de pour les, contrôler. en fait, dans la démarche de NoSoft, il y a une démarche de gamification qu'on n'a pas encore outillée parfaitement, mais on a une notion de niveau. Donc, quand vous allez arriver dans NoSoft, de base, vous serez player. Et donc, vous aurez accès à des fonctionnalités de maquettage. Vous pourrez générer vos apps, mais ce sera de la maquette. Et bien entendu, on peut débloquer le niveau designer qui va vous permettre d'avoir accès au bloc fonctionnel qu'a utilisé Augustin pendant la démonstration. Et en particulier, ce qui vous a tous un petit peu excité, à savoir les blocs données qui vont vous permettre d'abstraire totalement la notion SQL, la notion de base de données, la notion de tout ça. Vous allez juste, comme l'a fait Augustin, renseigner des champs comme si vous étiez sous Excel. Et vous allez dire, ah, j'enregistre le nom, j'enregistre le prénom. Et derrière, on s'occupe de tout, vous vous occupez de rien. Donc il y a une question de Sébastien, vous l'avez vu, Ouais, je ne c'est ça, je sais l'ai vu. pas. Donc, en fait, c'est exactement ça. Le seul enjeu, Sébastien, en fait, c'est que quelque part, la première étape de maquettage, prototypage, mise à disposition des utilisateurs dans NoSoft, ben, ça soit une fraction du coût, en fait, de ce qui pourrait aujourd'hui, ce que vous pourriez avoir pour avoir le même résultat. Et ensuite, effectivement, par le biais d'un abonnement, on va dire, très abordable, pouvoir faire une application fonctionnelle, la mettre entre les mains des utilisateurs et ensuite, effectivement, si vous souhaitez être sur une techno plus modifiable, pouvoir du coup se servir en fait de cette maquette fonctionnelle comme en fait une spécification en live quoi en fait, hein, pas papier mais une spécification réelle quoi, et de communiquer ça à vos développeurs et de leur dire voilà, je veux ça, monsieur le développeur. Du coup, pour répondre à la question de saut aussi sur la partie sécurité, alors effectivement, je crois que vous aviez demandé aussi par rapport au transfert des données sur votre infra perso. Donc ça, comme l'a expliqué Augustin très bien, il est possible de transférer toutes les données chez vous et de du coup avoir la maîtrise totale de l'infrastructure. Ce qui, je le rappelle, n'était pas l'objet de NoSoft, puisque NoSoft s'adresse à des gens qui, si vous leur dites d'administrer un serveur, c'est hors de leur portée. Et après, par contre, sur la sécurité, j'aimerais juste rappeler un fait, c'est que la plupart du temps, même si les gens ont des compétences en informatique, ils ont rarement des compétences en cybersécurité. Et donc la meilleure preuve, c'est que quand les gens essaient de redévelopper, par exemple, un login mot de passe sécurisé, en fait, ils se plantent. Ils se plantent parce qu'ils passent au travers de toutes les bonnes pratiques. Et il est souvent beaucoup plus sécurisé de passer par des solutions éprouvées, même si elles ne sont pas hébergées chez vous, que d'essayer de les héberger chez soi, en essayant de robustifier un endroit, mais en faisant des failles de sécurité ailleurs. Donc après, je ne sais pas, bien entendu, votre niveau en cybersécurité, et je ne doute pas qu'il soit élevé. Mais des fois, par exemple, moi aujourd'hui, je suis beaucoup plus confiant si j'héberge mes données chez OVH, perso, que si je devais les mettre sur un serveur chez moi dans ma maison. Voilà, pour la faire simple. Donc, et d'ailleurs, ça, la plupart des industriels aujourd'hui l'ont très bien compris et n'ont plus du tout, par exemple, des gens comme Airbus, qui du coup traitent de la donnée sensible, n'ont plus beaucoup de problèmes à héberger leurs données chez Amazon, parce qu'aujourd'hui, ils savent que la cybersécurité chez Amazon est de très haut niveau. Ça n'empêche pas qu'on aura toujours des choses dans la presse avec des gens qui se sont fait hacker, mais de toute façon, il faut toujours balancer le risque entre celui d'héberger soi-même et de le faire par des autres. Voilà, c'était juste pour faire une petite aparté sur l'aspect sécurité. Alors, c'est vrai que le système hospitalier, c'est un système particulier. Alors après, effectivement, bon, on n'a pas vocation non plus à couvrir forcément tous les cas d'usage et en particulier donc des cas un peu particuliers comme le système hospitalier avec des dossiers patients qui ont des contraintes encore supplémentaires à tout le reste. Mais de toute manière, après, c'est quelque part qu'une question de traction. Hein. Si c'est quelque chose qui est demandé par énormément de gens et que ça devient le standard et qu'au final, c'est ça qu'il faut faire, ben, c'est un investissement que NoSoft fera pour se mettre à ce niveau-là, quoi. Là, aujourd'hui, par rapport à notre cible, bon, on a encore vraiment nos preuves à faire dans plein de secteurs et avant de s'attaquer à des secteurs un peu particuliers à gérer, quoi.
Ouais, le même secteur comme la banque, hein, tout simplement. Il y a deux secteurs qui aujourd'hui en termes de cybersécurité sont enfin, sont beaucoup plus exigeants que les autres. C'est effectivement le secteur de la santé et le secteur de la banque. Et là, de toute façon, comme le disait Augustin, c'est pas la peine d'essayer de faire le kéké de notre côté, hein. On est une start-up et il faut avoir l'humilité d'être une start-up. Dans des cas comme ça, on va plutôt travailler avec vous pour transférer les données chez vous, puisque vous avez une expertise dans ce domaine. Vous avez certainement tous les architectes cybersécurité qui vont bien, déjà éprouvé tout ça. Aucun intérêt qu'on essaye de faire les kékés à vous expliquer que chez nous, ça sera plus sécurisé. Donc là, on va même pas discuter. Là, le step-in que je faisais tout à l'heure, c'était plutôt par rapport à un particulier qui gère son petit NAS ou qui gère son petit serveur chez lui. C'était plutôt par rapport à ça que je faisais mon step-in, pas par rapport effectivement au domaine de la santé. Ouais, alors la particularité de l'IoT, c'est que effectivement ça gère des très gros volumes de données. Effectivement, en termes de sécurité, ben voilà, il y a pas mal de gens qui se sont fait hacker parce que soit leur plateforme IoT, soit leurs objets IoT n'étaient pas assez sécurisés. Mais bon, là après, là c'est pareil, hein, il y a des solutions standards, ben, ce que je disais en introduction. Donc nous, on a fait une petite app qu'on utilise pour nous là qui permet de s'interfacer avec une plateforme domotique du marché. Et du coup, bah là, on a utilisé donc tout le système API NoSoft pour s'interfacer avec ce système-là. Et ce système-là est lui-même porteur d'un certain niveau de sécurité, d'hébergement et de protection. Et bah là, voilà, là, NoSoft répond dans ce domaine particulier de l'IoT à un certain nombre de cas d'usage. C'était Domotics, voilà, serveur domotique open source. Alors j'ai lancé un tout petit sondage en parallèle, mais vraiment très léger, histoire de, comme c'est notre deuxième webinaire, bah, du coup moi j'essaie aussi une fonction en parallèle pour avoir de retour sur ce type d'interaction, pour que Flupa puisse aussi bah, s'enrichir et voir comment finalement, alors on profite, on pivote, hein, vous connaissez tous ce mot, hein, on est dans une situation où bah, il faut garder le contact avec la communauté Flupa, il faut proposer des choses, hein, notre métier s'arrête pas, le vôtre non plus. Mais du coup, on doit s'adapter, trouver des sujets, des manières de fonctionner. Donc voilà, j'ai lancé deux petits sondages, vraiment très légers. En tout cas, merci. Alors, on a encore 3 minutes s'il y a une question qui passe. Dans tous les cas, merci pour la présentation. J'imagine qu'on vous trouve assez facilement sur le web. On essaie. Voilà. Normalement, Voilà. Donc, normalement, ça le fait. voilà. S'il y a eu des demandes d'essayer d'aller peut-être, bon voilà, il y a les mails qui sont passés là. Je vous laisse. Des demandes d'essayer peut-être d'aller plus loin. Ça fera partie de votre session. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est de pouvoir dire en tant que UX comment je peux imaginer travailler avec ce genre d'outils, qu'est-ce qui m'apporte de plus, et puis pour certains qui voudraient, comment je peux aider, parce que souvent, enfin moi je le vis comme ça quand j'ai à critiquer dans le sens positif et d'amélioration du terme, hein, une page d'un ami, un site web, là ça me permet toujours de me remettre en question, parce que forcément quand je suis dans mon métier à moi, beau pléonasme, je ne vois plus mes erreurs. Voilà, donc j'ai besoin d'aller faire des petits allers-retours, voilà, des petits, voilà, comme de papillonner un peu. Et hop, ouais, pas mal. Et donc voilà, si certains veulent participer mettre une pierre à l'édifice, il n'y a pas de souci, j'imagine, pour aller jouer, vous faire un retour et voilà. Alors, dans l'équipe Sébastien, on a une personne qui s'appelle Romain. Ouais, donc on a une personne dans l'équipe qui s'appelle Romain et du coup qui a fait une grosse partie du design de NoSoft. Et pour le site web, pareil, c'est en grande partie Romain, un petit peu moi. Et voilà, du coup, on est
on est en plein travail là-dessus. En ce moment, on a profité de cette période de confinement pour du coup travailler un peu moins avec nos clients et un peu plus sur nos softs et sur nos outils pour notamment industrialiser pas mal de choses en vue de la mise sur le marché de nos softs. Donc c'est des choses qui bougent pas mal ces derniers temps, mais pour l'instant c'est nous qui sommes derrière tout ça. Et pour info, là, il y a Romain, bon, il n'est pas là ce soir, c'est dommage, mais Romain qui fait un super boulot sur tout le design, là, il est en train de nous sortir des petites icônes animées. Pierre a déjà vu ça en Prime. C'était dans la démo. Bon. J'ai vu. Elles sont intégrées. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, il y a une autre interface un petit peu plus, un peu améliorée qui maximise la zone de design de ça, qui est encore dans les cartons, mais qui, on l'espère, devrait sortir cette année. Oui, parce que vous-même, finalement, vous avez besoin de vos retours utilisateurs pour savoir si la zone est facile à trouver, facile à cliquer, si elle répond aux besoins, etc. Ah ben, de toute façon, nous, on ne peut pas dire aux gens essayez, testez, apprenez, sinon on le fait pas nous-mêmes, on serait des fumistes. Et puis, il n'y a pas si longtemps, on était à Vivatech, et le seul objectif qu'on avait à Vivatech, c'est de dire on veut, pendant 3 jours, voir une centaine de... Et on avait même fait une infographie pour expliquer ce qu'on avait retenu de ces... On avait fait une synthèse du feedback des utilisateurs. On a dit, voilà, ça marche, ça marche pas. Du coup, on a amélioré. C'est pour ça que je disais aussi un moment dans le chat, la roadmap, globalement, elle n'a de sens que parce qu'elle répond aux utilisateurs. Hein. Je veux dire, qu'on fasse une roadmap pour se faire plaisir à nous-mêmes, parce qu'on a envie de développer un truc, ça n'a pas trop de valeur. Maintenant, si on se rend compte que finalement, il y a beaucoup plus d'intérêt à faire une interface avec le code existant, ben, on va peut-être mettre les watts sur ça. Là, on voit que, par exemple, sur les sujets, je crois qu'on n'en a pas trop parlé, mais sur les sujets d'animation, de transition d'écran, ça, c'est des choses qui sont très importantes en termes d'expérience utilisateur. On l'a vu au travers de nos différentes expériences. Donc ça c'est surtout des sujets qu'on va traiter là. Mais de toute façon, nos softs, comme je dis souvent, c'est vous. Hein. Nous, on a fait nos softs pour vous. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Ok. On va respecter notre timing, si ça vous va. Donc, de toute façon, on a vu les coordonnées pour ceux qui veulent aller plus loin. Nous, ça nous a permis, j'espère en tout cas, alors je regarde le sondage, vraiment léger sondage. Oui, ça a répondu aux attentes, c'est cool. Et la durée est parfaite, donc on va rester dans le parfait. Allez. Donc, je vais vous remercier de votre participation. Merci à toi, Pierre, pour l'invitation. De rien. Je vous souhaite longue vie à votre produit. Je pense que ça permet d'ouvrir les chakras de tout à chacun. Voilà, je pense il y a un bel avenir sur ce produit en tout cas. Merci de votre temps, de vos questions. Merci à tous ceux qui étaient présents de votre présence. Ce jour férié de confinement, on s'en rappellera. Hein. Et puis, n'hésitez pas à leur poser les questions. Je pense qu'ils seront ravis d'y répondre. Merci. Bon week-end à tous. À bientôt. Bon week-end à tous. Allez. Et merci Pierre beaucoup pour ce que tu as mis en place. Au plaisir. Merci. À plus. Salut. Ciao. Bye bye. Bye bye.